Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien spécial interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Cabos, donc bonjour Christophe, et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour commencer, qui es-tu et que fais-tu? Alors qui je suis et ce que je fais, à l'endroit, à l'essentiel. Donc Christophe Cavos, j'ai aujourd'hui 31 ans et effectivement, j'ai commencé ma vie dans les ressources humaines et plus précisément, en plus de ça, la gestion de la paye. Donc c'est bien loin de ce que je fais aujourd'hui, bien heureusement d'ailleurs. Je j'étais dans les ressources humaines et j'ai acheté un nombre incalculable de vélos sur le bon coin. Tout ça pour les démonter, tout ça pour voir comment les choses fonctionnaient, comment ça marchait, les différentes pièces, les différents standards et je me suis dit: «Oh vraiment j'aime ça, j'aimerais bien en faire mon boulot quoi, au moins pendant quelque temps». Donc je me suis donné 2 ans. Je me suis dit: «Bon quitte ton boulot», même si j'avais une place, bien confortable, qui payait bien comme il fallait, mais je m'ennuyais à mourir. Donc je suis parti, j'ai d'abord travaillé dans une grande enseigne du sport que l'on connaît tous, équipé d'un atelier et puis je suis parti, dans une école du vélo pour devenir mécanicien. Après ça, je suis allé dans plusieurs boutiques et effectivement, j'ai roulé un petit peu ma bosse, notamment, grâce à YouTube. Parce que j'ai commencé à faire des vidéos, comment entretenir, réparer son vélo, une chaîne qui avait très bien fonctionné, qui s'appelait Atelier 36 rayons à l'époque et de là, j'ai monté une société qui s'appelle Tuto Vélo, avec je me suis associé avec des personnes pour créer ce projet-là et que je continue toujours aujourd'hui, qui est un projet qui avance très bien. Mais aujourd'hui, je travaille aussi dans une association, c'est pourquoi tu m'as contacté pour en discuter, l'association qui s'appelle Recyclez-vous et qui est une association d'économie solidaire et qui se focus vraiment sur l'insertion professionnelle des salariés de l'association. Donc aujourd'hui, on a un cadrant technique, un coordinateur et 8 salariés, en insertion. Donc dans un atelier, juste derrière la gare, à Montpellier. On récupère des vélos qu'on remet en état, des personnes nous donnent des vélos qu'on remet en état, qu'on remet à la circulation. On a des projets donc notamment avec l'agglomération de Montpellier pour mettre à disposition des vélos, à des publics, des fois sensibles. On peut faire aussi on a comme projet, ça avance bien, on a déjà les premiers prototypes sur développer une marque, une vraie marque de vélos montpelliéraine, où c'est des vélos qui sont recyclés. Donc, on démonte, tous les vélos, on passe les cadres, à la peinture, sablage, peinture. Après on remonte qu'avec des pièces neuves ou des pièces qui sont vraiment remises en état. Par exemple, grâce on a une machine, c'est un bac à ultrasons. Ça permet de vraiment nettoyer les pièces en profondeur et pour leur donner vraiment une nouvelle vie. Et donc on a déjà la marque, tout ça, je vais pas t'en parler, aujourd'hui, c'est un petit peu trop tôt. Mais vraiment on recrée, On en parlera en off. voilà, on en parlera en off avec grand plaisir, Bastien. Et donc voilà, on recrée ce vélo on le fait renaître de ses cendres vraiment, avec des vélos purement français, quoi. Voilà, donc ça, c'est vrai, c'est quelque chose, qui est un petit peu, c'est un travail de fond, parce que c'est très long, mais vraiment, on a des projets comme ça où on avance bien, on essaie de faire avancer le vélo dans un avec un côté vraiment solidaire, avec un côté vraiment, écologique et vraiment c'est une aventure, chaque jour, quoi. Surtout avec les gars. Je vais te laisser poser des questions pour, approfondir un peu le sujet. Je m'étends un petit peu, Bastien. Non mais écoute, justement, je trouve que c'est intéressant parce que il y a de l'entrepreneuriat, justement, à travers les associations aussi et on en a beaucoup parlé quand on était tous les 2 aussi, puisque c'est un facteur qui est rarement, exploité ou alors, qui est exploité que par les gens qui connaissent vraiment ce truc-là et c'est vrai que l'entrepreneuriat via l'association est quand même très intéressant. Moi, c'est vrai que c'était un point que je ne connaissais absolument pas, là, le milieu associatif. Je suis tombé dedans juste là, maintenant. Et c'est vrai que c'est totalement différent il y a ce côté entrepreneur, parce qu'effectivement, il y a un projet, mais c'est un petit peu différent de l'entrepreneuriat classique, où on peut avoir ce côté, on monte un projet pour soi. Là, on monte un projet pour le projet. Et effectivement, il va y avoir des personnes qui vont graviter autour. Il va y avoir des personnes qui vont se rattacher au projet pour le faire grandir, le faire éclore, mais ce n'est pas à soi.
C'est on met son cœur dans le projet et on doit autant y participer que d'avoir un lâcher prise dessus. Parce que ça ne nous appartient pas, c'est le projet qui naît et c'est le projet qui appartient à ceux qui y ont participé. Mais même si un jour il n'y en a plus dedans, c'est le but, c'est que le projet continue et qu'il nourrit toujours les personnes qui sont à l'intérieur. Là, dans notre cas, par exemple, les salariés de l'association qui sont en insertion, c'est des personnes qui me touchent beaucoup, parce que c'est des personnes qui ont été éloignées de l'emploi, qui sont dans des parcours type RSA, type Pôle emploi et qui ont du mal à se je vais me permettre la petite parenthèse, ils se remettent en selle vers l'emploi, réellement. C'est vraiment, hem, des personnes qui viennent pour reprendre confiance, pour retourner vers dans un cadre de l'emploi et ils en sont la plupart du temps tout à fait capables et effectivement, c'est juste de leur donner ce petit coup de pouce pour repartir dans la vie professionnelle et effectivement, moi, personnellement et je pense tous ceux qui travaillent, autour de ça, c'est vraiment monter ce projet, on y met du cœur et on y met du cœur pour les personnes qui sont là et que demain ce soit quelqu'un d'autre qui prenne ma place, c'est pas du tout un problème. C'est effectivement par contre ce que j'adorerais énormément, c'est que le projet continue, et continue à vivre. Effectivement, c'est différent de l'entrepreneuriat classique, ça je te l'accorde. Alors c'est pas toi qui as monté cet assaut, mais par contre, tu y as énormément contribué, puisque, enfin, tu es un peu le numéro 2 de la boîte. Ah beh, je c'est pas donc c'est pas une boîte. Il y a un conseil d'administration qui est là pour valider les décisions, pour faire avancer un petit peu la machine, mais hem, moi, je suis vraiment au cœur de l'atelier. C'est-à-dire que je suis celui qui est là tous les jours, qui ouvre l'atelier tous les jours avec les gars, et qui vraiment qui fait vivre ce côté technique et mon collègue qui est Fabrice qui est là, qui, est l'initiateur, du projet, qui est l'initiateur de l'association et c'est lui qui fait avancer vraiment, d'un côté, et vraiment administratif et c'est très compliqué parce que il faut vraiment, surtout dans un lancement d'association, il faut vraiment, avoir tous les dossiers, tous les papiers bien remplis et ça vraiment c'est quelque chose qui est complexe, initialement quand en plus on n'y est pas habitué et après effectivement il y a tout le côté développement sur lequel Fabrice, avance beaucoup avec tous les administrations, avec toutes les structures de l'IAE, parce que c'est des structures par l'activité économique. Donc effectivement, il y a ce côté, justement, qui vient se rapprocher un peu de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a un côté toujours économique. Donc effectivement, Fabrice, lui, est là pour vraiment, consolider toute cette partie-là et qui est loin d'être les plus faciles. Ça, je lui tire mon chapeau pour tout ça et pour, d'avoir monté tout ça parce que j'en aurais été incapable. Vraiment parce que c'est très complexe et mais bon, je mets le pied à l'étrier petit à petit. Je commence à comprendre un petit peu plus les ficelles, comment ça fonctionne, qui on doit contacter, pourquoi et c'est vrai que c'est quelque chose qui prennent beaucoup, beaucoup de temps et initialement, on pensait pas autant. Donc on essaye de faire marcher tout ça, de coordonner tout ça ensemble, mais ça marche très bien pour le moment et j'en suis très content. Donc si on peut résumer un petit peu, donc Fabrice, lui, c'est un petit peu, le cerveau et tu un petit peu les mains, dans cette association, c'est ça? Les deux marchent ensemble. Les 2 On est marchent bien d'accord. ensemble, puisqu'on a déjà eu cette conversation Ah d'ailleurs, beh, évidemment, oui, puisque il faut un cerveau pour faire marcher les mains. toujours. Ça c'est sûr et certain, et les 2 marchent ensemble et effectivement, Fabrice, c'est celui qui a initié le projet. Fabrice, c'est celui qui comprend, les mécanismes, associatifs, administratifs, structurels de tout ça, sur lesquels, bon, aujourd'hui, moi, vraiment, je commence à m'impliquer parce que, parce qu'effectivement, c'est nécessaire de pouvoir, entre guillemets, «se remplacer les uns les autres» et d'ailleurs, il va y avoir certainement, très certainement, je le souhaite, une personne qui va arriver le mois prochain et qui va me permettre, moi, de prendre beaucoup plus ce rôle de ce que fait Fabrice actuellement pour vraiment, venir en soutien et pouvoir faire avancer ces choses-là. Parce que le côté technique, pédagogique, c'est clair que je l'apporte. C'est clair que sans ce côté technique, ça aurait été compliqué d'en être là où on en est aujourd'hui parce que les gars sont fantastiques et ont pu, vraiment apprendre très rapidement les fondamentaux de la mécanique vélo.
Donc je peux aujourd'hui de plus en plus, heu, garder un œil sur l'atelier, avancer, des de un peu d'administratif, de gestion et de la vie de tous les jours de l'atelier et garder un œil, de les regarder travailler, de voir quand il y a des problèmes ou que viennent à moi quand ils ont un problème. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a pu être mis en place assez rapidement et j'ai été surpris par la rapidité à laquelle ça a pu être mis en place. Et effectivement, aujourd'hui, bah, s'il y a une tierce personne qui rentre en tant qu'encadrant, ça me permettra moi de justement, travailler avec Fabrice sur des projets de fond, de développement et de continuer à faire avancer l'association et Ces projets d'entrepreneurs, voilà. justement, qui peuvent se rajouter dans l'association. Notamment, comme on parlait avec les vélos recyclés, effectivement, c'est une initiative qui paraît simple à mettre en place, mais il y a énormément de choses à mettre en place, notamment, toute la distribution, la com, le marketing, le sourcing de pièces qui peut être très compliqué parce qu'effectivement, c'est des vélos qui paraissent simples, mais il faut adapter des pièces à chaque situation. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler en amont. Avant de lancer le projet, au complet, quoi et faire la gestion complète de l'atelier tous les jours avec les gars et en plus essayer de faire du développement à côté, c'est quasi impossible, quoi. Donc heu, donc il faut être plus et il faut et on avance comme ça, comme ça permet d'aller vers des projets de développement, des projets d'avancer au niveau social parce que on garde vraiment la partie centrale de l'association et je vais pas aller dans trop de détails justement avec ces mécanismes associatifs et dans le social parce que là, l'atelier que tu as pu voir, c'est ce qu'on appelle une ACI, c'est un chantier, un atelier chantier d'insertion. Donc effectivement, l'association Recyclez-vous porte une action, la fabrique à vélo, qui est l'atelier que tu as pu voir. Donc, on va pas rentrer dans ces mécanismes, mais effectivement, l'association peut porter d'autres projets. Par exemple, un projet avec les vélos recyclés, ça peut être un autre projet, une autre ACI, c'est pas impossible, mais c'est des choses qui se réfléchissent en accord avec les administrations et les structures. Tout ça par l'association, du coup, Voilà, avec une seule l'association association. est le point central. Oui. Ça, c'est quand même assez intéressant de pouvoir faire ça via une association, puisque ça permet de créer plusieurs projets avec une seule asso. Donc Comme c'est avec une très entreprise. intéressant. On va s'arrêter 2 secondes du coup sur l'association, et on va passer à toi. J'ai envie de te poser une question que j'aime beaucoup poser, aux personnes qui viennent ici, et que j'interviewe. Quel était ton rêve d'enfant? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard, quand tu étais môme? Bon alors je pourrais dire comme pas mal de personnes, astronaute, pompier, mais pas du tout. Mon rêve, c'était d'être serrurier. Vraiment, c'est quelque chose que je rêvais de faire. D'ailleurs, je me baladais, toujours avec des porte-clés, avec des porte-clés remplis de clés et mes parents, ils devenaient fous. Dès que je voyais une serrure, j'essayais de mettre les clés dedans et j'ouvrais un nombre incalculable de choses. On va vous faire même des outils de crochetage et tout, gamin, parce que des choses que j'adorais. J'étais passionné des serrures et d'ailleurs, un jour, quelqu'un m'a dit, «C'est assez fort comme message parce qu'il y a des personnes qui donnaient des clés» et je trouvais ça très beau. Je trouvais ça très beau de dire, ben, quelqu'un te donne des clés qui vont peut-être t'aider dans la vie et c'est vrai que d'ailleurs, récemment, à un moment donné même pendant ma période justement où je suis dans le vélo, j'ai réfléchi à devenir serrurier et c'est des choses que des fois, je continue à me renseigner, voir comment ça se passe, tout ça. Mais, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, je sais pas pourquoi. C'est pas impossible que je teste un jour. D'accord, donc c'est possible qu'on se revoie et que je t'interviewe d'ici quelques années en te demandant comment se passe ton métier De de serrurier, serrurier. serrurier cabosse, c'est tout à fait possible. Je vous, donne les coordonnées d'ores et déjà. Heu Et c'est magnifique parce que tu as vraiment cette envie de t'as pas ce côté, je vais créer une boîte, dans, l'import-export de bagnoles et cetera ou dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Tu fais vraiment les choses je te connais, depuis, un petit peu de temps, tu fais vraiment les choses par passion et
je pense que c'est le maître mot de cet entretien, avec l'association, avec toi qui te dit que, bah, peut-être que tu vas quitter cette enfin, tu vas peut-être pas quitter l'asso, mais qui va peut-être te lancer sur, un projet de serrurier à un moment donné. En fait, tu fais les choses vraiment avec le cœur et c'est vraiment, en fait, le je pense que c'est le j'ai interrogé quelques entrepreneurs, c'est vraiment le point commun que je retrouve chez tous les entrepreneurs, c'est faire les choses avec le cœur. Toujours. Alors c'est effectivement, moi comme je te disais au début, j'ai acheté des vélos parce que je voulais, réparer les vélos, faire les choses. Comme quand j'ai commencé à faire des vidéos, sur comment réparer, entretenir son vélo, heu, je j'ai toujours fait avec le cœur. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai vu que les choses s'ouvraient. On a eu un nombre incalculable d'abonnés qui sont venus, sur la chaîne avec énormément de personnes qui remerciaient pour le travail. Du jour au lendemain, j'ai été on m'a proposé d'être préparateur technique sur des coupes du monde de vélo de descente. Je dis: «Oh bah, oui, ça m'intéresse» et en fait, toujours avec le cœur, en disant: «Bah, ça c'est cool, ça m'intéresse» et je pars du principe qui est tout simple, à partir du moment où on n'a plus le cœur pour faire quelque chose, il vaut mieux s'arrêter. Parce qu'on arrive dans une démarche de logique et pour moi, la démarche de logique ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut établir un plan comptable, un business plan, un business model, on peut tout faire, mais dans la vie, il y a tellement de paramètres, il y a tellement de choses, on ne pouvait pas prédire, par exemple, le covid, on peut avoir le meilleur projet entrepreneurial, si on n'a pas le cœur, on ne peut pas prévoir de toute manière tous les paramètres, donc on ne sait pas à quoi ça à s'attendre. Il vaut mieux faire quelque chose avec amour et de toute manière, les portes s'ouvriront toujours. Pour en revenir à la serrurerie. Un petit clin d'œil. Et hem et du coup, on va rester dans l'enfance aussi. Qui étais-tu à l'école? Est-ce que tu étais plutôt cancre, plutôt très bon élève, plutôt perturbateur? Qui étais-tu? J'étais mauvais. Alors, j'étais mauvais jusqu'à un certain point. En fait, je sais pas pourquoi, je je comprenais rien à l'école. Je comprenais rien à l'école, c'était un truc qui m'intéressait pas du tout. Heu et pourtant, je dis souvent malheureusement, je sais pas si je devrais le dire, mais je dis souvent malheureusement pour moi, j'étais pas si con. C'est-à-dire que j'ai été mauvais pendant pas mal d'années, jusqu'au moment où, bah, j'ai eu mon bac, limite. Beh, j'ai un petit peu continué, je suis désolé papa et maman si vous entendez, cette interview. J'ai fait un peu ça pour mes parents, parce que effectivement c'est quand même intéressant et je les en remercie quand même d'avancer, de faire des études parce que ça permet de construire, mais j'étais pas bon. J'étais pas bon jusqu'au moment où j'ai pu comprendre comment le système fonctionnait et là j'ai pu être entre guillemets «bon», mais j'ai toujours considéré que l'école, c'était enfin, être bon de façon scolaire, ça rendait pas intelligent. Pour moi, l'intelligence, c'est être malin. C'est d'essayer de se débrouiller avec 3 bouts de ficelle, de faire quelque chose qui tient la route et dire: «Bah, et puis surtout, ça te convienne». Et moi, effectivement, j'ai suivi ce cursus que énormément d'entrepreneurs suivent, qui finalement font quelque chose qui les touche, qui les importe beaucoup, heu et donc qui j'étais à l'école, moi, je me suis toujours vu, assez perdu, heu et j'ai toujours vu ma vie un peu à côté en me disant: «Je fais ça parce que je dois le faire, et puis on verra». Mais heu, mais j'ai toujours considéré que c'était plus intéressant d'être malin que d'être, soi-disant intelligent et d'ailleurs depuis gamin, j'avais toujours rêvé d'avoir, un métier manuel notamment, serrurier quoi et malheureusement, on considérait ça comme des voies de garage mais j'y passe beaucoup de temps dans mon garage actuellement, c'est pas plus mal que ça. Tu t'y plais bien. Ah, je m'y plais beaucoup. Et hem bah, j'ai une petite question. Est-ce qu'au niveau personnel, toi, tu as une routine, peut-être une routine matinale? Et oui, non et si oui ou sinon, peu importe, comment se compose, une journée typique pour toi? Routine matinale, tu vois, c'est tout bête. Quand tu me parles de routine matinale, je pense à quelqu'un qui fait de la méditation et je pense pour moi, par exemple, la méditation, je pense souvent au fait que quelqu'un essaie de méditer pour arriver à un but. Donc il n'est jamais dans le présent, il est toujours dans le futur. Parce que si on veut méditer
pour être plus calme, pour être machin. On n'est jamais là. Parce que finalement, on essaie toujours d'atteindre quelque chose. Donc, j'ai pas de routine, je me lève le matin, mis à part prendre une douche, que je le conseille à tout le monde. Heu, je des fois, je traîne, j'ai le temps de regarder la montre, je me dis: «Mince, je suis à la bourre», je monte sur mon vélo rapidement. Des fois, je pars, j'arrive au boulot 1 heure avant, je fais couler le café, je bois un café dans l'atelier parce qu'il y a personne, parce qu'il y a pas de bruit et j'aime bien ce moment-là. Heu, non, j'ai pas vraiment de routine, mis à part me prendre une douche et me laver les dents. Je pense que tout le monde devrait faire ça et c'est tout, quoi. Et du coup, comment se compose ta journée Ah oui, typique? donc ma journée typique, je fais couler le café, ça c'est sûr. Les gars arrivent, on commence toujours par rigoler un petit peu. Parce que franchement, commencer une journée dans le dur, attaquer direct, c'est même pas la peine. Autant traîner une demi-heure et après on se met au travail, on avance dans la bonne humeur, avec le sourire. Parce que de toute manière, on travaille toujours mieux avec un sourire. Donc, comment elle se compose? C'est assez simple, hein, dans l'association, enfin justement sur ce chantier, c'est très important de donner du rythme pour retourner au travail, pour, reprendre confiance. Je pense que c'est toujours bien d'avoir je pense que c'est toujours bien d'avoir un cadre. Donc c'est ce que j'essaye quand même de donner. C'est-à-dire qu'on arrive, on boit le café, on prépare l'atelier. C'est-à-dire qu'on sort les vélos, on enlève les grilles de devant l'atelier, on s'assure que les surfaces soient nickel et on attaque. Chacun a son planning. Je dis: «Beh, voilà, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. S'il y a quoi que ce soit, tu hésites pas, je suis là pour t'assister». On a la pause entre midi et 2 et puis, on reprend l'après-midi, le temps de rattaquer. Après on termine la journée vers 5 heures. On essaye justement de nettoyer toutes les surfaces encore une fois, surtout en ce moment, que tout soit vraiment nickel et à 5h30 on ferme l'atelier. Moi, personnellement, je reste toujours un petit peu pour faire la petite gestion de l'atelier classique, les commandes, la caisse, ce genre de choses. Et après, je prends toujours un moment dans l'atelier. Personne. C'est un petit peu ta méditation, justement. C'est pas pour aller vers quelque chose, mais c'est un moment d'instant présent, justement. Oh, ouais, moi j'aime bien passer un moment. Des fois, je me dis: «Tiens, ça va être bizarre s'il y a quelqu'un qui regarde par la fenêtre, il va se dire: "Ce mec, il est complètement taré"». Il regarde les murs et il regarde les vélos et dit: «Ah tiens, c'est sympa». Mais ouais, je prends toujours un moment pour clôturer la journée parce qu'effectivement, il y a toute cette effusion, il y a ces gens qui travaillent, des gens qui passent et on est toujours à droite, à gauche, si on n'est pas en train de parler à quelqu'un, on est sur l'ordinateur, on est en train de réparer, on est en train de chercher quelque chose. Heu, on est toujours en train de faire quelque chose. Donc effectivement, là, je ferme les portes et je regarde et je me pose. Je peux écouter, je ferme pas nécessairement les yeux, rien du tout, je fais pas une méditation du tout. Je suis là, quoi et ça me permet de clôturer la journée parce que ça permet de faire un petit peu tout descendre et puis au bout d'un certain temps, je me dis: «Allez, j'y vais». Et je ferme l'atelier, et je clôture ma journée. Moi, c'est vraiment quelque chose qui, de qui me tient ça me tient à cœur, quoi. Dire: «Bon, je prends mon petit moment pour fermer mon atelier» et il y a pas de bruit, c'est tranquille, j'adore ça. Un moment de calme agréable. Euh, on va revenir un petit peu sur le côté, du coup, entrepreneur. D'après toi, puisque tu es dans cette association, tu as aussi une autre entreprise dont on parlera pas aujourd'hui, mais euh, tu es quand même entrepreneur. Euh, quel est d'après toi le facteur réussite que doit avoir un entrepreneur? Si tu devais conseiller un- si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, Un jeune en- entrepreneur? voilà, quelqu'un qui démarre et tu lui dis, va chercher ça, et une fois que tu as ça, c'est bon. Je sais pas si ça existe. Par contre, moi, si je peux donner un conseil, c'est quelque chose que je regrette, c'est de vraiment prendre le temps. Prendre un temps pour être certain d'avoir toutes les cartes en main. Même si on ne peut pas on connaît pas tous les paramètres, c'est-à-dire de vraiment
tester son marché. C'est-à-dire que on peut avoir, énormément, je parle en général, on peut avoir énormément de certitudes, mais tant on ne confronte pas son offre au marché, une vraie confrontation, et pour ça, on n'est pas obligé d'avoir une entreprise parfaitement montée. C'est-à-dire qu'on peut toujours tester un projet, heu, dans une pépinière ou quoi que ce soit, d'aller en face de son marché, d'aller en face de ses clients. Et effectivement, être prêt à prendre en plein visage ce qu'ils ont à vous dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut toujours s'imaginer un nombre incalculable de choses, un nombre incalculable de besoins qui ne sont pas réels. Et c'est très important d'aller voir ces potentiels clients et d'écouter ce qu'ils ont à dire. D'écouter vraiment ce qu'ils ont à dire. Pas entendre ce qu'on a envie d'entendre. Vraiment, parce que effectivement, ils peuvent avoir des besoins, mais et vous avez quelque chose à offrir. Et effectivement, ça peut à peu près coller, mais la façon dont vous le vendez, la façon dont vous le marketez, ça peut ne pas être la bonne. Donc je pense que c'est vraiment important. Des bonnes idées, il y en a des milliards. Des bonnes idées qui sont vendables, il y en a déjà beaucoup moins. Des bonnes idées qui se vendent, il y en a très peu. Je pense que c'est très important, même si on a une bonne idée, justement, quand on a une bonne idée, d'aller tester, d'aller demander et de vraiment discuter et de garder un esprit ouvert. Parce que c'est vraiment ça qui va créer et qui va permettre de construire un projet qui est commercialisable. Il faut vraiment avoir un esprit ouvert, d'enlever les œillères et d'ouvrir les oreilles. Vraiment. Passer à l'action, oublier la structure administrative, et cetera, tous ces trucs-là, Il faut toujours mettre ce être un qu'il peu faut, dans les clous, voilà, hein, on est mettre ce bien qu'il d'accord, faut, mais effectivement, je pense que c'est vraiment se de lancer. se lancer, d'écouter et de pas attendre d'avoir le produit parfait. Il vaut mieux avoir un produit qui est à peu près construit, où les gens comprennent ce qu'on vend, comprennent l'idée et on va l'améliorer. Parce qu'effectivement, on a ce problème en France de vouloir avoir un produit qui est souvent parfait et d'aller le vendre après. Alors que par exemple, dans des pays anglo-saxons, c'est totalement l'inverse. On a un produit qui est à peu près correct, enfin, qui tient la route, on va le mettre, on va le confronter au marché. Et une fois confronté, on a vraiment des avis et on sait vraiment si c'est vendable ou pas. D'ailleurs, encore mieux, il est peut-être déjà vendu avant d'être produit. Chose qu'on n'ose pas faire en France. C'est ce que je trouve dommage. Et ce qui se fait énormément effectivement ailleurs. Et ce que fait Netflix aussi un petit peu, c'est ce truc-là, c'est-à-dire ils vont avoir une série sur une saison, ils la balancent et ils voient si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, seulement à partir de ce moment-là, ils font la deuxième. Évidemment, je pense que c'est beaucoup plus logique en plus. Ça crée une attente, ça crée une attente. Et alors du coup, est-ce que, tu as déjà investi sur toi, que ce soit en termes de formation ou de développement personnel? Et est-ce que tu fais du développement personnel? Alors, c'est un peu complexe, hein, parce que ma femme est vraiment dedans, donc je vais pas dire qu'elle m'a jamais coaché, bien au contraire. Heureusement qu'elle m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Donc, qui est du coup Audrey Audrey Boléa, Audrey la Boléa, première coach de vie, personne que j'ai tout pu à fait. interviewer. Et vous pouvez retrouver l'interview du coup sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Je vous le conseille vivement. Donc effectivement, est-ce que j'ai déjà investi sur moi? Oui, à plusieurs reprises, que ce soit de la psychanalyse ou des choses comme ça ou justement du coaching. Je trouve que c'est vraiment ça permet d'ouvrir un peu les yeux parce que, souvent on est face à soi-même et il faut toujours, c'est toujours intéressant, pendant un temps du moins, d'avoir quelqu'un qui pointe des choses qu'on qui sont difficiles à voir soi-même. Donc effectivement, quelqu'un qui permet de regarder les choses peut-être différemment, juste un autre point de vue. C'est justement ça, moi, c'est ça qui je trouve important, c'est d'avoir quelqu'un qui n'a pas la solution, qui n'aura jamais la solution, parce que personne n'a votre solution, seulement vous-même, votre fort intérieur, avez la solution, mais qui peut justement donner des pistes. Des pistes parce que c'est une personne qui a peut-être suivi, heureusement, j'espère, qui a suivi d'autres personnes, qui a cette expérience-là, et il y a, j'imagine, des patterns, des choses qui reviennent d'un client à un autre, et on se croit tout à fait différents, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui nous rassemblent, et principalement, les gens ont des problèmes
qui quand même se ressemblent, hein. On va pas on n'est pas unique non plus et effectivement d'avoir quelqu'un qui permet de prendre juste un petit peu de recul, qui permet de pointer un petit peu et qui permet de peut-être de nous regarder un peu différemment. Parce qu'effectivement, je trouve que vraiment du moins quand j'ai pu vraiment voir les choses différemment et changer, c'est quand, beh, j'ai pu juste prendre un petit peu de recul et voir les choses comme elles étaient. Voilà. Un petit peu comme je disais tout à l'heure par rapport à mettre son produit face au client, voir les choses comme elles sont et pas comme on les imagine. C'est souvent ça le problème. C'est souvent ce qui crée des discordes, c'est-à-dire on voit les choses comme on les imagine nous, alors qu'effectivement les personnes en face ne le voient pas de la même manière. Ils ont juste un autre point de vue. OK, magnifique et très belle réponse. C'est vrai que pas mal. Est-ce que tu as des mentors? Est-ce que tu as eu des mentors? Est-ce que tu as des mentors? Ou pas du tout? Du tout, et j'en veux pas. D'accord. Parce Pourquoi t'en veux pas? pourquoi j'en veux pas? Parce que je trouve ça très bizarre de et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a toujours, intrigué. Comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un, heu, qui est la même chose que nous, qui est au même niveau? C'est-à-dire que c'est un homme, une femme nous sommes tous des hommes, des femmes, et les voir comme quelqu'un de entre guillemets «supérieur». Ça, c'est quelque chose que vraiment je replace, je pense que on peut s'apporter énormément les uns les autres, mais je trouve que il ne faut jamais voir quelqu'un comme supérieur parce que ça n'apporte jamais du bon. Mais quelqu'un qui peut nous apporter, oui, mais quelqu'un qui a la solution, non. Alors, je vais reformuler parce que c'est peut-être le mot mentor qui est un peu fort. Est-ce que tu as eu dans ta vie des personnes Qui m'ont qui t'ont inspiré? qui t'ont inspiré, qui t'ont inspiré aussi bien professionnel que personnel? Peut-être dans le passé, peut-être. Aujourd'hui, c'est pas le c'est plus le cas. C'est assez, par exemple, je vois des entrepreneurs qui réussissent, qui sont alors ne citons pas les vidéos YouTube avec les personnes qui arrivent avec des Maserati, des Ferrari, ça bon, ça c'est du bluff, total et s'ils ont une Maserati, je suis très content pour eux. Mais non, aujourd'hui je parle de mon point de vue vraiment personnel, je peux voir des personnes qui gagnent beaucoup, qui ont des projets qui ont marché, mais du feu de Dieu, heu et je les envie pas pour autant, vraiment. C'est pas quelque chose qui me j'ai plus, pas comment te dire, j'ai l'impression de me nourrir de quelque chose de différent aujourd'hui et effectivement, c'est peut-être par ce par quoi je suis passé qui me permet aujourd'hui de dire ça. Mais la réussite, pour moi, elle n'est plus là où je l'imaginais avant. C'est très bien que tu parles de ça, de réussite, parce que c'est une des questions. Est-ce que, de ton point de vue, tu as le sentiment d'avoir réussi? Sachant que la définition de réussite est différente pour tout le monde. J'aimerais savoir si tu ressens ce sentiment à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi? Ah, question complexe, mais très intéressante. Heu, à quel niveau? Je te répondrai. Parce La que définition est différente pour tout le monde. souvent, très souvent, on va dire, «Est-ce que tu as réussi?» Avant tout, ça va être, la réussite professionnelle qui va venir. Réussir professionnellement, c'est quoi? Par exemple, est-ce que c'est de faire quelque chose que l'on aime? Est-ce que c'est quelque chose qui nous rapporte beaucoup d'argent? Suffisamment d'argent pour vivre? Est-ce que, je sais pas et surtout que le côté professionnel, là, je vais dire ça par rapport à cette interview, mais le côté professionnel, l'entrepreneuriat, pour moi, m'a permis de réussir. Je considère ça comme ça, parce que ça m'a permis de sortir de ma carapace. Ça m'a permis d'apprendre énormément et c'est des choses que j'aurais jamais pu imaginer, que je n'imagine toujours pas, apprendre autrement. C'est-à-dire que si j'étais resté dans mon 1er boulot, on va dire, dans les ressources humaines, bah, j'en serais absolument pas là aujourd'hui. J'aurais peut-être pas cette tranquillité d'esprit, j'aurais peut-être pas, eu cette je verrais pas les choses de la même manière aujourd'hui. Effectivement, d'être passé par là, par des moments difficiles, aujourd'hui, ça me permet de voir la vie tout à fait différemment. Donc est-ce que j'ai réussi? Je dirais que c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal du tout. Heu, parce que la réussite, c'est aussi un but
et je trouve qu'effectivement, j'essaye de pas avoir de but parce qu'à part si on a un but, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que le but changera pas en chemin? Alors que si on profite, ben on n'a pas à se stresser pour est-ce qu'on va arriver au but ou pas? Voilà, donc tranquille jour après jour. J'essaye du moins. Est-ce que tu as des livres à conseiller aux personnes qui nous écoutent? Oui, alors, ou des interviews justement, moi j'écoute beaucoup, je trouve que c'est très intéressant des, j'écoute des philosophes notamment, Julie Krishnamurti, heu, ou Alan Watts, très intéressant. Je trouve que c'est quelque chose qui amène beaucoup parce que justement c'est des personnes qui ont, heu, un autre point de vue sur la vie et effectivement je trouve que c'est ça qui est enrichissant et c'est des personnes qui sont jamais qui se prennent jamais, comme des personnes qui ont réussi, je pense et des personnes qui se mettent au même niveau que tout le monde et pourtant qui ont été énormément suivis, mais qui ont vraiment un point de vue sur la vie qui permet de voir les choses différemment et je conseille beaucoup, ouais, donc Julie Krishnamurti ou Alan Watts, très, très intéressant parmi tant d'autres évidemment. Eh bien, tu me passeras quelques liens à la limite et je les mettrai dans la description. Bah, écoute, merci beaucoup Christophe pour toutes ces réponses. Où est-ce qu'on peut te retrouver, l'assaut du coup de Recyclez-vous? Alors, bah, vous pouvez nous retrouver au 8 rue Louis Figuier, à Montpellier, juste derrière la gare, au niveau de l'arrêt Place Carnot et ce sera avec grand plaisir qu'on vous invitera pour le café. Et est-ce qu'il y a un site internet, Alors, quelque ouais, il est en chose où on peut construction, vous suivre un petit peu? c'est à moi de le terminer, j'ai pas eu le temps. Donc vraiment, il y a un Facebook, donc la page Recyclez-vous Montpellier, et pareil et @recyclez-vous, Montpellier, je crois. Pour l'Instagram, je te ferai passer les liens avec grand plaisir. Eh bah, alors on mettra les liens dans la description et alors si tu écoutes ça et que ça fait plusieurs mois et que le site est fini, le site est certainement aussi dans la description. Bah, écoute, merci en tout cas, pour toutes ces réponses, pour ton temps, Christophe. Merci à toi aussi qui écoutes ce podcast et puis, bah, si cet épisode t'a plu, like et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en allant sur le lien Utip que je te laisse dans la description. Abonne-toi évidemment et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube et partage au maximum. Grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Merci d'avance pour ton aide. Je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview, une production du Studio Podcast Montpellier.